On se retrouve aujourd'hui pour parler des livres en anglais parce que cette année je me suis mis un challenge de lire au moins un livre VO par mois. Alors il faut savoir que mon niveau d'anglais a été désastreux jusqu'au bac. Vraiment, pour donner un ordre d'idée, j'étais en bac S, donc anciennement le bac S, ça a changé depuis. Si vous entendez mon chat qui joue sur son arbre à chat à côté, désolée. Oui, ce qui a marché pour moi, et vraiment ça s'est fait un peu sans me rendre compte, c'était pas mon objectif premier. Je savais que ça pouvait aider, mais je savais pas que ça allait m'aider à ce point-là. Juste avant le bac et juste après, j'ai regardé énormément de séries en VO avec les sous-titres français. Et ça m'a énormément aidé parce que je me suis rendu compte que petit à petit, c'était de mieux en mieux. Je comprenais mieux ce qu'il disait, j'avais pas forcément besoin de regarder les sous-titres à chaque fois, bon ça m'a toujours beaucoup aidé. Et finalement, en arrivée je sais pas, en L3 ou en master, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un vrai changement dans mon anglais. Que j'étais capable de comprendre quand on parlait en anglais, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Et ce qui a aussi énormément joué, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai eu affaire à un groupe où il y avait des bilingues et des personnes qui ne parlaient que anglais. Et en fait, ces bilingues-là m'ont énormément aidée puisque dans mon métier, je suis censée utiliser l'anglais. Ils me donnaient du vocabulaire ou alors ils me rectifiaient parce que je leur avais demandé. Tout ça a fait que ça a contribué à mon amélioration de l'anglais. Et ça, c'était incroyable. Bon, alors, je vous passe l'accent. Mon accent est toujours aussi nul. Je pense que ça ne changera jamais. Ça s'est peut-être un chouïa amélioré, mais c'est tout. Pas plus. Désolée, donc tous les livres dont je vais parler là, je vais dire les noms en anglais, mais ça ne sera pas vraiment anglais. Donc, à l'heure actuelle, je suis capable de lire des livres en anglais. Je regarde mes séries maintenant en VO sous-titré anglais et je suis même capable maintenant de regarder certains épisodes avec beaucoup de concentration sans les sous-titres. Donc je suis quand même très fière de moi. Je regarde même des vidéos YouTube d'anglaises, australiennes, américaines qui parlent de livres et je comprends l'essentiel, ce qui est déjà un énorme pas pour moi. Avant de commencer ce challenge en janvier, j'avais déjà commencé à lire de petites choses en anglais. J'ai lu Le Petit Prince, j'ai lu énormément de graphiques en anglais pour commencer à me mettre dessus parce que forcément quand il y a des images sur les paroles, ça permet de comprendre un peu mieux l'histoire. Et ça m'a fortement aidée. Les images donnent du sens aux paroles. On est arrivé à un stade où en fait les graphiques je les lisais tellement simplement qu'il fallait que je commence autre chose. Et c'est là qu'est arrivé mon espèce de challenge. Avant de lire tous ces livres dont je vais vous parler, j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube de booktubeuses qui lisent en anglais. Je sais que, je sais plus comment elle s'appelle, Sadi. Elle est professeure d'anglais. Et elle fait des vidéos sur YouTube et je suis incapable de trouver sa chaîne. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Comme ça sera plus simple. J'ai regardé ses vidéos et j'ai pris tous les conseils. Elle disait que il valait mieux commencer par de la jeunesse parce que c'était un vocabulaire adapté et c'était souvent des petits textes. Ensuite, ce qui était le plus simple, c'était la romance, le contemporain, ou alors de lire un livre qu'on a déjà lu en français et le lire en anglais, qu'on connaît bien. Donc il y a beaucoup de gens qui commencent par les Harry Potter. Moi j'ai pas fait ça du tout. Alors tous les Harry Potter en anglais sont là. Ils sont pas à moi, ils sont à mon copain. Mais je sais que je finirai par y passer. Parce que j'ai très envie de les relire, déjà de 1. Et ensuite ça sera en anglais, donc ça continuera d'entretenir le challenge que je me suis mis. Mais là n'est pas la question. Donc j'ai écouté ce qui était dit dans les vidéos et j'ai commencé par un jeunesse. J'ai commencé par Pages & Co. de Anna James. Je ne crois pas qu'il soit sorti en français celui-là, j'ai pas vérifié. Mais en tout cas, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Alex Bouquet en Prada et elle en faisait l'éloge. Donc je me suis lancée dedans. Dans ce livre-là, ensuite il lit qui vit chez ses grands-parents parce que sa mère a mystérieusement disparu. Et donc elle passe son temps dans la librairie de ses grands-parents à lire tout et n'importe quoi. Et un jour, elle se rend compte que des personnages de contes classiques apparaissent devant elle. Et tout ce qu'elle veut, elle utilise, c'est résoudre le problème de la disparition de sa mère. Les personnages vont l'aider, notamment dans le premier, c'est Anne de Green Gables et Alice au Pays des Merveilles. Elles vont l'aider à sauter dans les pages, à dénouer le mystère et peut-être, qui sait, se retrouver sa mère. Ce livre-là, j'ai plutôt apprécié, mais vu que c'était mon premier vrai roman en anglais, j'ai vraiment galéré au début. J'ai mis du temps en fait à rentrer dedans parce que le temps que ça redevienne fluide, en fait j'ai remarqué que quand je lisais en anglais, le début, en fait à chaque fois que je reprenais le livre, le début était très laborieux. Et ensuite petit à petit en fait ça devenait plus fluide. Mais celui-là j'ai un peu galéré tout le long, même si c'est du jeunesse, j'ai un peu galéré tout le long, je me suis dit peut-être mon niveau d'anglais n'est peut-être pas si bon que ça.
Mais vers la fin, j'ai senti qu'il y avait une amélioration à force de le lire. Donc ça, c'est au niveau de l'anglais. Au niveau de l'histoire, j'ai plutôt apprécié les rebondissements, j'ai trouvé ça original. Mais ça reste du jeunesse, et comme j'ai dit dans une précédente vidéo, les jeunesses, je commence à avoir de plus en plus de mal. Donc il y a un deuxième et troisième tome et je n'y ai toujours pas touché. Il serait peut-être temps, d'enchaîner parce que c'est plus très frais dans ma tête, j'avoue. Donc on verra sur le reste de l'année. En février, j'ai continué un graphique parce que du coup j'avais tellement galéré sur Pages & Co que je me suis dit allez, on va reprendre un graphique, c'est plus simple. Donc j'ai fini Heartstopper sur le quatrième tome. C'est le dernier qui est sorti actuellement. En mars, j'ai lu la pire déception de mon année. C'est Red, White and Royal Blue de Cassie McKinston. Il y a l'adaptation qui est sortie il y a quelques semaines sur Prime Video. Donc je suis pas vraiment dans le thème parce que bon, tout le monde l'a apprécié. Ce qui est une adaptation, c'est que la majorité des personnes ont apprécié. Mais moi, ça n'a pas fait du tout. Dans cette histoire, on suit le fils de la présidente des États-Unis et le prince du Royaume-Uni. Ils sont en guerre permanente, ils sont ennemis et leur famille décide de les mettre ensemble face aux médias pour faire semblant. Sauf qu'ils se rendent compte qu'ils deviennent un peu plus que des amis. Ce livre m'a déçue parce que tous les rebondissements, je les avais vus venir, je n'ai été surprise nulle part. C'était, je crois, la romance la plus cliché et la plus attendue que j'ai pu lire. Vraiment, c'était un désastre selon moi. Et au final, j'aurais pu l'abandonner, vous me direz. Mais je voulais pas l'abandonner parce que c'était le livre VO de mon mois. Donc j'ai dû aller au bout. Alors je pense que vers la fin, j'ai lu un petit peu en diagonale parce que j'en avais ras-le-bol. C'était trop long pour moi. Et en fait, la seule scène que j'ai appréciée, c'est une scène qui est à la fin avec la grand-mère du prince et qui est trop mignonne. Vraiment kiki sur elle, cœur, la totale. Vraiment trop chou. Mais c'est la seule chose que j'ai appréciée dans ce roman. J'ai décidé à ce moment-là que si je n'aimais déjà pas la romance en français, je vois pas pourquoi je l'aimerais plus en anglais. Alors, je m'entends en romance. La romantécie, ça va. C'est la romance contemporaine, vraiment, c'est pas fait pour moi. À chaque fois que j'en ouvre un, à chaque fois, je suis déçue. C'est peut-être que la romance contemporaine, parce que même les romances historiques, j'aime bien. Les romantécies, en règle générale, j'aime bien. Sauf quand vraiment, en fait, il y a que de la romance, le monde, on l'explore pas du tout. Il faut que j'arrête, c'est pas fait pour moi. Donc en fait, j'avais pas envie d'y retourner, ça a été laborieux et ça ne m'aide pas à progresser en anglais puisque je n'ai pas envie d'y retourner. En mars toujours, j'ai été trop fière de moi parce que ça fait 2 livres dans le mois. J'ai lu Cinderella is Dead de Kailyn Byron. Alors ce livre-là, c'est de la fantasy, mais c'est de la fantasy young adulte dans lequel il n'y a que 400 pages. Donc je me suis dit, ça peut le faire, ça peut passer. J'ai fait cette lecture parce que j'étais sur le Discord de Marine Books sur Instagram et elle me préparait une lecture commune. Donc j'ai suivi le mouvement et au lieu de le lire en français parce qu'il venait juste de sortir en mars, je l'ai lu en anglais. Dans ce livre-là, on se trouve 400 ans après le sacre de Cendrillon. À cette époque-là, donc à ce moment-là, 400 ans après, les jeunes filles de 16 ans doivent se rendre à un bal imposé dans lequel on juge leur parure. Donc la façon dont elles s'habillent, la façon dont elles se coiffent, leur tête, etc. Et les hommes font leur choix. Clairement, ils sont marchés. Et nous, la protagoniste qu'on suit, c'est Sophia qui a 16 ans et qui doit se rendre à ce bal. Mais elle n'en a absolument pas envie parce que elle, ce qu'elle voudrait, c'est d'épouser sa meilleure amie, Erin. Malheureusement, Erin a envie de rester dans le droit chemin et elle veut donc se marier, suivre les traditions. Sophia décide donc de s'enfuir et rencontre Constance. Constance est la dernière descendante de Cendrillon. Et grâce à elle, elle va apprendre que peut-être que l'histoire qu'on connaît de Cendrillon n'est pas la bonne. Interruption des programmes, c'est la Maëlys du montage. Je me suis rendu compte que mon discours pouvait porter à confusion. On est bien dans le monde de Cinderella is Dead où l'hétérosexualité est la seule sexualité possible. Il n'y a pas de communauté LGBTQIA+. Donc forcément, quand je dis que Erin doit suivre le bon chemin ou qu'elle doit suivre les traditions, c'est les traditions de ce monde-là où il ne peut y avoir qu'une femme et un homme ensemble et rien d'autre. Évidemment, nous avons un monde qui est un peu plus évolué, dans lequel il y a plein de chemins possibles, plein de sexualités possibles, et c'est à chacun de définir la sienne. Donc désolé si mon discours pouvait prêter à confusion, je vous laisse avec la suite tout de suite.
Alors ce livre-là, j'ai adoré l'histoire en elle-même. Par contre, j'ai trouvé qu'il était trop court. Il n'y a pas assez d'approfondissement, tout est survolé. C'est un livre qui est légèrement engagé pour la cause féministe et Cinderella est ouvertement queer. Donc au niveau des valeurs, j'ai plutôt apprécié. Et pour le coup, ce livre, au niveau de l'anglais, il a été très fluide et très simple à lire. Je l'ai lu assez rapidement. Je trouve que il n'y a pas vraiment de mots qui sont vraiment difficiles à comprendre. Forcément, il y a des mots qu'on ne comprend pas toujours, mais ça ne nuit pas à la compréhension générale du texte. Donc si j'ai un conseil, ne vous arrêtez pas à tous les mots, parce que ça ne sert à rien. Ça va vous bloquer dans votre lecture, ça va pas rendre le texte fluide, vous n'aurez pas forcément envie d'y retourner parce qu'en fait c'est laborieux, il faut toujours retourner sur un dictionnaire ou sur le téléphone, donc ça casse en fait tout le but d'un livre dans lequel en fait on se plonge. Par contre, s'il y a un mot que vous voyez régulièrement et vous le comprenez pas et ça nuit à la compréhension générale de votre texte, allez le chercher parce que celui-là revient et donc celui-là peut vous aider. Ça fera un mot de vocabulaire en plus. Et ça m'a conforté dans l'idée que je continuais à m'améliorer. Donc ça, même. En avril, j'ai lu Beast of Prey de Ayana Gray. Ce livre-là est sorti en français, le deuxième tome vient juste de sortir. Moi, je les ai acquis à Londres quand je suis partie avec 2 amis à moi. On a passé un temps monstre dans les librairies parce que je cherchais un livre qui puisse vraiment me plaire. Et donc j'ai trouvé celui-là et au moment où moi je suis allée à Londres, le deuxième tome était déjà sorti, donc je l'ai pris en même temps. Dans cette histoire, on suit 2 personnages principaux. On suit Kofi, qui est esclave dans un zoo suite à une dette de son père. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est sa liberté, c'est partir, c'est s'affranchir de l'esclavage. À l'inverse, Akon, c'est un garçon qui est destiné à devenir guerrier d'élite et il doit tout faire pour y arriver parce que c'est la tradition familiale, son grand frère l'est déjà. Et un jour, il y a un accident qui se produit dans le zoo où travaille Kofi et Akon doit venir l'aider. Suite à de malheureux événements, Akon et Kofi doivent s'allier pour pouvoir retrouver le Shetani. Le Shetani, c'est une bestiole, une bête, qui terrorise le village et qui, selon les dires, serait le diable incarné. Je sais pas si en français ça s'appelle aussi le Shetani, mais en anglais c'est le Shetani. Et alors ce livre-là, je l'ai adoré. Parce que déjà, on parle d'une culture qui est quand même très peu abordée dans la littérature. C'est une culture africaine. On était donc dans un univers très original, dans lequel j'ai rarement l'habitude d'être. Les personnages sont super sympas et il y a un vrai mystère autour du Shetani qui est développé au fur et à mesure. Au niveau de l'anglais, dans l'ensemble, j'ai pas trop galéré. Par contre, il y avait des mots que je ne comprenais pas. Alors moi j'ai de la chance, c'est que mon copain a un excellent niveau d'anglais, ce qui fait que au lieu d'ouvrir un dictionnaire ou d'ouvrir mon téléphone pour marquer, j'ai juste à lui demander et c'est vachement plus rapide. Le problème étant que même lui, avec son excellent niveau d'anglais, il ne connaissait pas ces mots-là. En fait, en cherchant ensuite sur internet, on s'est rendu compte que c'était des mots du jargon, de l'argot et même des mots contractés de l'anglais, ce qui est absolument pas de mon niveau. J'ai galéré en fait à les comprendre, j'ai passé beaucoup de temps à les chercher. Après, l'avantage c'est qu'ils reviennent assez souvent, donc une fois qu'on a regardé une fois, on sait ce que ça veut dire sur la suite. Mais il y a énormément aussi de présence d'expressions qui sont très loin des nôtres, et là par contre c'est pareil, incapable de les comprendre, j'étais obligée d'aller les chercher sur internet, bref, trop compliqué pour moi. Mais c'est le seul défaut, sinon toute l'histoire est très fluide et j'ai hâte de lire la suite. J'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire. Le tome 3 ne sortant qu'en janvier 2024, j'essaie de pousser pour pas me retrouver comme une idiote à attendre désespérément la suite. Donc voilà. Oh! Mais c'est pas possible, Salix, tu viens juste de sauter! Je sais pas. Elle venait juste de sauter! Mais elle ressaute. Du coup, je sais pas. Et maintenant, après avoir sauté sur la poignée, maintenant elle chasse les mouches. Bon bref, en mai je n'ai rien lu. Oups. Et en juin, j'ai lu The Prison Healer de Lynette Noni, qui est sorti en français chez Hachette Roman, je crois. Le 1 et le 2 qui sont sortis, le 3e n'est pas encore sorti. Tout est sorti en VO, donc moi j'ai décidé de le lire en anglais. Donc j'ai lu The Prison Healer. The Gilded Cage, je m'attends dans ma pile à lire. Dans The Prison Healer, on suit Kiva qui est coincée dans une prison depuis 10 ans sans vraiment savoir pourquoi elle est coincée là. Elle se retrouve à être la soigneuse de la prison et donc avoir une certaine place dans celle-ci. Un jour, la reine rebelle se fait capturer et ramener dans la prison, mais elle est dans un vraiment sale état, elle n'arrive même pas à se réveiller, elle est dans un espèce de coma. Elle s'est fait capturer et normalement elle est censée passer les épreuves élémentaires, ça veut dire qu'il y en a un qui est destiné au feu, l'autre à l'eau, etc. Vous avez compris. Sauf qu'elle ne peut pas y participer. Kiva va donc décider de prendre sa place durant ces épreuves élémentaires en sachant que normalement il est impossible de les gagner. J'ai vraiment galéré, enfin, on s'entend. C'était largement moins fluide, j'avais du mal à... Vraiment j'ai galéré
On est dans un huis clos, dans une prison, donc on n'y sort jamais. Les personnages sont intéressants, il y a des mystères de partout. On sait pas, on n'y attendait pas du tout. C'est plein de histoires, de vraiment. Il y a des trucs qui se rajoutent par petites touches. On découvre des choses incroyables. Il y a des retournements de situation de partout, des révélations de partout. Vraiment, on ne peut pas s'ennuyer dans ce livre. Le seul truc qui m'a gêné, moi, c'est le niveau anglais qui parfois faisait que j'étais pas à fond dedans parce que Mais ça a été une excellente lecture. J'ai suite et apparemment, de ce que j'ai entendu, à la fin du 2e tome, il y a un énorme cliffhanger. Donc il faut avoir déjà le 3e tome dans sa palle. Par contre, vu que je l'ai lu en anglais, je sais pas si je serais capable d'enchaîner les deux d'affilée. Parce que le problème, c'est que vu que je mets du temps à les lire, jamais avancé dans mes lectures en fait. C'est pour ça que j'en lis qu'un, parce que je sais que j'y passe déjà un certain temps. Et ensuite, il faut absolument que je continue quoi. J'ai lu Léo durant les 6 premiers mois, donc je suis plutôt fière de moi. Actuellement, je filme en août. J'ai lu et pour l'instant en août, on n'est toujours pas commencé 2 livres en VO, donc on va espérer que je finisse par m'y mettre. Le souci, c'est que je ne sais pas quoi entamer, alors que dans ma pile à lire, j'ai donc The Kidid Cage, Beast of Ruin, donc Prey. J'ai aussi Spin the Down de Elizabeth Lim, c'est l'autrice de Six Couronnes Écarlates. Et 2 Pages & Co. J'ai Frost Earth, c'est un jeunesse aussi. Romance aussi dans ma liseuse. C'est It Ends With de je ne sais qui. Mais je crois que c'est une romance, donc je la sorte. On verra. Je voulais vous mettre à lire en anglais. Les conseils qui pour moi ont été le plus utiles, c'est de commencer par des graphiques. Parce que ça c'est hyper important, ça dépend de votre niveau d'anglais bien évidemment, mais si vous avez un niveau d'anglais qui était un peu nul comme le mien, alors l'objectif, peut-être que nul pour vous c'est pas le même nul pour moi, mais bon bref. Si vous aviez à peu près le même niveau que moi, commencez par un graphique, c'est vraiment faire un ou des graphiques, c'est quand même beaucoup plus confortable et ça permet de mesurer à quel point on a besoin de continuer sur des graphiques ou est-ce qu'on peut entamer d'y aller graduellement, de commencer par des jeunesses, puis d'aller petit à petit vers des genres plus compliqués. La chose qui est à moi, c'est que s'il y a un genre littéraire qui ne nous plaît pas en français, il ne nous plaira pas plus en anglais. Et le problème, c'est que si vous plairont à coup sûr, parce que déjà que c'est laborieux de lire en anglais, il faut au moins que l'histoire nous plaise. Vous savez, c'est que est bien plus dur que le reste parce que dans la fantasy, il y a souvent des mots qui ont été inventés, qui n'existent pas dans la langue. Et donc si on n'a pas un niveau suffisant d'anglais, on ne peut pas faire on ne peut pas un mot en anglais. Moi, je ne suis plus à ce stade de fantasy adulte. Vraiment, je pense que les textes sont trop longs, que le vocabulaire est trop élevé pour moi et qu'il y a sûrement trop de présence de mots et pour lequel en fait je serais bloquée. Voir si ça a progressé, voir si j'ai tenu mon challenge sur l'année. Et j'espère que ça vous a plu, mais avec un commentaire ou de partager, ça me ferait très plaisir. Et surtout, passez une bonne semaine.